Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va passer en gros 1 heure ensemble. Je suis Franck Negro, je suis le directeur général de l'Europe du Sud de Yext. En 2 mots, Yext, on est un éditeur de logiciels coté au New York Stock Exchange et on édite une plateforme en mode SaaS pour gérer toutes les expériences de recherche dans l'ensemble de l'écosystème digital, sur Google, sur Bing, sur Facebook, mais aussi également sur le propre site internet des marques. On est donc spécialisé dans les moteurs de recherche et dans le SEO. Et à l'occasion du lancement de notre produit Yext Answer, qui est un moteur de recherche pour le site web des marques, eh bien, on a décidé, en partenariat avec le Urban Institute, de prendre un peu de recul et de réfléchir avec un invité de marque un petit peu à la révolution numérique, au moteur de recherche et à la connaissance. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec aujourd'hui Idriss Aberkan. Idriss, bonjour, peut-être tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis vraiment ravi d'être là. Donc, je suis écrivain, entrepreneur et conférencier. J'enseigne également, j'ai été professeur dans le MBA de Mazars. Et donc, toutes ces questions de transformation digitale et d'économie de la connaissance me fascinent. Je suis donc encore plus excité d'être là avec le directeur général Europe Sud de Yext, parce que c'est une boîte qui, à mon avis, va beaucoup faire parler d'elle. Parfait, donc on a donné le ton, donc effectivement on va parler d'économie de la connaissance, et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces 3 thèmes qui sont annoncés ici. On va déjà commencer par la révolution numérique, donc j'ai préparé une dizaine de questions pour toi Idriss. Ce qu'on va faire c'est que déjà on va planter le décor, et si tu veux bien on va partir d'une citation d'un de tes livres, L'âge de la connaissance, qui est paru je crois en 2018 aux éditions Robert Laffont, et dans le premier chapitre tu compares la période actuelle à la période de la Renaissance, cette période fameuse de l'histoire de l'Occident entre les 15e et 16e siècles. Et je te cite, tu dis « L'ère dans laquelle nous entrons est analogue sous bien des aspects à la Renaissance européenne. Nous entrons à présent dans l'âge de l'immatériel, le noétique ». Donc je rappelle que le noétique, c'est tout ce qui a trait à la pensée, à l'esprit. Et tu mets en regard en fait 3 grandes révolutions. En comparant notre époque actuelle, tu mets en regard de façon assez classique finalement l'imprimerie avec les caractères mobiles et l'informatique et l'Internet. Tu mets en regard l'avènement de ce qu'on appelle en fait la médecine expérimentale à l'époque, mais cette fois-ci avec tout l'engouement qu'il y a autour des neurosciences et de la connaissance du cerveau. Et puis tu compares souvent la découverte des Amériques en 1492 avec la conquête de l'espace. Donc ma première question est simple, en restant naturellement centré sur la révolution numérique aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises en quoi tu penses que la période actuelle est similaire dans certains aspects à la période de la Renaissance, et surtout ce qui les différencie, parce que si je te lis bien, tu penses que la période actuelle est encore plus disruptive que cette période-là. Oui, ça résume très bien mon propos, qu'on est dans une Renaissance 2.0. Alors d'abord, il faut savoir que pendant la première Renaissance, les gens n'avaient pas du tout conscience d'être dans une Renaissance. Léonard, Michel-Ange, ils se levaient pas le matin en se disant hey, « les mecs, c'est la Renaissance, faut assumer un peu ». Donc c'est pareil pour aujourd'hui. Léonard, Michel-Ange, tout ce qu'ils voyaient à leur époque, c'était plus d'intolérance religieuse, plus de guerre, plus de poudre à canon, donc des guerres encore plus meurtrières. Et à beaucoup d'égards, on voit la même chose aujourd'hui. Si on est pessimiste, on se dit que aujourd'hui, c'est peut-être encore pire. Alors, heureusement, entre guillemets, on a eu la Deuxième Guerre mondiale pour nous montrer le summum du pire, et on n'a jamais eu pire que ça. Donc, ça nous engage à être optimistes, mais ça nous saute pas aux yeux qu'on est dans une renaissance. Mais c'est normal, parce que dans la première renaissance, ça sautait pas aux yeux non plus. En fait, aujourd'hui, on est encore plus connecté qu'à la première Renaissance, et il est clair qu'Internet et l'ordinateur sont beaucoup plus puissants que l'imprimerie à caractère mobile. La blockchain est une innovation qui est un sous-produit d'Internet, et elle est capable à elle seule de changer la totalité des rapports d'écriture comptable, de notariat, etc. Donc on sait depuis Schumpeter et Kondratiev que les révolutions technologiques s'accélèrent, la fréquence des révolutions s'accélère. À la Renaissance, on avait 1 ou 2 révolutions tous les 30-40 ans. Aujourd'hui, on va se prendre une révolution tous les 5 ans. L'avènement des technologies blockchain est un exemple. Les différentes formes d'intelligence artificielle vont nous donner plein de révolutions aussi. Donc oui, on est dans une période beaucoup plus intense que la première Renaissance, clairement. Alors, tu as déjà assez brossé le décor en indiquant les technologies en fait, avec lesquelles on allait devoir vivre à terme, la blockchain, l'IA.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de révolution numérique, on le voit souvent sous l'angle des technologies. Mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus une révolution de type civilisationnel, voire même, j'aurais tendance à dire, une révolution de type anthropologique. Parce que c'est les façons de penser qui seront mises en cause. C'est la façon dont on a d'acquérir des connaissances. C'est la façon dont on a de faire société, voire même la façon dont on a de consommer, de produire, qui sont remis en cause et qui sont héritières de la première ou deuxième révolution industrielle. Et donc, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Donc, si on revient un petit peu sur les manières de penser et la connaissance, qui est quand même les centres d'intérêt et les centres de recherche, j'aimerais que tu nous dises en quoi la révolution numérique est en train de changer un petit peu la façon dont on a de penser, mais surtout la façon dont on va devoir acquérir des connaissances et quel type de connaissances on va devoir mobiliser pour s'adapter à cette nouvelle révolution. Il y a une très belle image de ça dans Harry Potter, où on a le professeur Dumbledore qui peut sortir une pensée de sa tête. Et il la met dans une soupe qui s'appelle la pancine, mais en anglais c'est encore mieux, c'est pensive. Alors ça veut dire pensif en français, mais ça veut aussi dire sieve, ça veut dire le crible. C'est-à-dire je sors de ma tête une pensée qui n'est pas utile pour l'instant. Ça c'est l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire. On sort de notre tête quelque chose, c'est comme ça que les médias naissent. L'écriture, avant ça les peintures rupestres, l'art pariétal, on sort quelque chose de notre tête, par exemple une représentation de notre main. Nos ancêtres donc crachaient de l'eau avec de l'argile sur leurs mains et ça faisait des empreintes de leurs mains sur les grottes. C'était une façon de sortir un élément de mémoire de la tête. On utilisait la danse aussi, etc. Et maintenant, la capacité qu'on a de sortir une idée de notre tête pour la récupérer plus tard aura un impact encore plus grand que la réfrigération pour la consommation alimentaire. On voit qu'aujourd'hui, les capacités de réfrigération font qu'on peut tous manger des huîtres, même au fin fond de l'Ukraine ou même au fin fond de la Russie, parce qu'on peut se faire livrer de produits marins, même en étant très loin des littoraux. Pour la pensée, ça va être la même chose. Et en fait, les capacités qu'on a aujourd'hui avec Internet et les moteurs de recherche sont comparables à la chaîne du froid, dans l'alimentation. On va pouvoir sortir des éléments de notre tête pour les consommer plus tard, pour les récupérer plus tard. À la fois, un humain peut accéder à des pensées qui émanent de lieux de production intellectuelle très éloignés, ça c'est Internet. Donc on peut accéder tout de suite, à la fin de cet épisode, on va faire nos recommandations de lecture. Donc on va vous présenter les bouquins dont on pense qu'ils sont les clés les plus importantes dans les 10 prochaines années. Eh bien, ces bouquins viennent tous de pensées, de personnes et de pensées qui étaient à l'autre bout du monde, et on peut y accéder très rapidement, exactement comme avec la chaîne du froid aujourd'hui, on peut accéder à des nourritures exotiques. Donc ça, c'est une des premières grandes transformations. Et sur le plan anthropologique, donc, pour reprendre cette pensive, ou cette pancine en français, Michel Serres avait dit qu'on était tous céphalophores. Céphalophores, donc c'était ces saints qui tenaient leur tête sur un plateau, céphalos, la tête, et puis phorein en grec, le porter. Eh bien, on porte tous notre tête pas dans un plateau, mais dans notre poche, avec notre smartphone, avec Internet. Et c'est une bonne chose, ça nous libère pour d'autres activités. Donc on n'a plus besoin de tout apprendre par cœur, on n'a plus besoin de tout connaître et de se déplacer avec toute la connaissance dans notre cerveau. Et ça nous donne une plus grande liberté. Mais ça vient avec des menaces qu'on va explorer aussi. Parfait. Alors, si tu veux bien, maintenant, on va commencer un petit peu à se recentrer sur le sujet du jour, qui sont les moteurs de recherche. D'accord ? Et ce que je voudrais, pour rentrer un petit peu plus en détail sur la deuxième thématique qu'on a mis à l'ordre du jour, c'est partager avec toi une étude qui a été réalisée, pour ton information, par 2 chercheurs au MIT. Elle a été publiée, pour ton information, dans la Harvard Business Review de novembre-décembre 2019. Et en fait, l'idée des 2 chercheurs, c'était de pouvoir mesurer la valeur contributive de la révolution numérique au PIB d'une nation, parce que, comme tu le sais, la majorité des services qu'on voit ici sont gratuits, ça veut dire sont mal valorisés dans les statistiques officielles des pays. Donc, ils ont utilisé une mesure que les économistes connaissent bien, qu'on appelle en fait le surplus des consommateurs, le surplus de consommation, en posant une question assez simple, c'est en gros, combien faudrait-il vous donner pour que vous n'ayez plus accès à des services numériques de type moteur de recherche, réseaux sociaux, emailing, système de cartographie, voire e-commerce. Et ce qu'on peut voir là, avec les résultats de l'étude qu'on a synthétisé, c'est que les moteurs de recherche, l'usage des moteurs de recherche, vaut littéralement plus que les 5 autres grandes catégories de services digitaux que sont l'email, les services de Maps, l'e-commerce, etc. Alors ma question est assez simple, c'est comment tu expliques aujourd'hui cet engouement autour des moteurs de recherche et comment finalement tu interpréterais cette étude du MIT ?
Steve Jobs disait que la technologie se met à faire partie de nous parce que ça devient donc un outil, une extension de notre corps ou de notre esprit. Et on sait que quand on pète notre téléphone, par exemple, on est très désemparé parce que d'un coup, si on le perd, si on se le fait voler, il y a tout un tas de services qui nous manquent. Et ce manque, on le ressent quasiment comme une amputation. Alors, une amputation, c'est irréversible. Là, heureusement, une amputation technologique, c'est réversible. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que notre cerveau a tendance à voir les technologies comme une extension de notre corps, en fait, et donc à ressentir la privation d'une technologie comme une sorte d'amputation. Et ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que le très beau graphe que tu as montré là montrait que donc les gens seraient prêts, demanderaient, exigeraient d'être payés 17 000 $ pour être privés d'un outil de recherche. Ça, c'est très puissant. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, les économistes disaient « Ah, nous, on voit pas les gains de productivité de la révolution informatique. » Tu fais référence à Solow, qui était Voilà. prix Nobel d'économie. C'est ça, voilà, j'avais oublié effectivement son nom, mais c'est exactement ça. Et c'était devenu une pensée obligatoire en économie de dire, regardez, nous, on ne le voit pas, donc ça n'existe pas, parce qu'évidemment, quand on est économiste, si on ne le voit pas, ça n'existe pas. Et puis arrive cette étude brillante qui dit simplement aux gens combien vous seriez prêts à être payés pour avoir subir cette amputation technologique. Et là, on voit qu'effectivement, le membre technologique prioritaire, c'est la recherche. Pourquoi ? Parce que sans moteur de recherche, on est des piétons dans la noosphère. La noosphère, c'est toutes les idées possibles. C'est donc le thème de Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue, jésuite. Et il voyait donc l'univers. Voilà. Noos, c'est l'esprit, exactement, en grec. Et on a la chance d'avoir un philosophe émérite dans cette... Non, mais c'est tout à fait vrai. Et donc, cette noosphère, c'est comme la kinésphère, l'ensemble de nos déplacements possibles. Quand on a un vélo, on peut exploiter davantage sa kinésphère. Parce qu'on a un rayon d'action qui est plus grand. Quand on a une voiture, on a un rayon d'action qui est plus grand. Un moteur de recherche, c'est un véhicule de l'esprit. En une journée, on a un rayon d'action dans la noosphère, on peut voyager dans le monde des idées beaucoup plus vite avec un moteur de recherche que dans une bibliothèque. L'effort qu'il faut aller faire pour aller chercher le livre, voir le bibliothécaire, ouvrir les pages, les tourner, accéder quand on fait une recherche par mots-clés, etc. Le temps de navigation est beaucoup plus rapide avec un moteur de recherche. Donc c'est vraiment comme si on disait à une personne, tu vas devoir visiter tel pays en étant uniquement à pied, versus tu vas pouvoir visiter tel pays en étant dans une Maserati quattroportée. Et c'est ça le moteur de recherche. Alors tu fais une super transition en comparant avec la bibliothèque, parce que ce que j'aimerais maintenant, c'est que finalement, on regarde un petit peu comment les moteurs de recherche ont évolué. Et pour regarder ça, ce que j'aimerais en fait, c'est de partir d'un paradoxe qui a été mis en exergue par un sociologue français qui s'appelle Dominique Cardon, que tu connais, qui a écrit À quoi rêvent les algorithmes, ou récemment... Très grand monsieur. Voilà, c'est vraiment un sociologue du numérique. Et ce qui est intéressant, donc, Cardon part donc de ce fameux paradoxe du big data, ce qu'il appelle le paradoxe du big data, et il part de l'analyse d'une nouvelle de Borges, qui a été écrite par cet auteur argentin en 1941, d'ailleurs qu'on peut trouver dans un petit ouvrage qui s'appelle Fiction. Et cette nouvelle, elle s'appelle précisément La bibliothèque de Babel. Et ce qui est intéressant, c'est que Borges, en fait, il imagine une immense bibliothèque, une bibliothèque quasiment infinie qui contiendrait tous les livres, tous les savoirs du monde entier écrits à partir de toutes les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet plus quelques comment dirais-je, interrogations, points d'interrogation, etc. Et encore une fois, il écrit en 41, donc on est bien loin de la révolution numérique, même si on a les prémices des premiers ordinateurs avec les gros systèmes, mais on est bien loin de la révolution numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement au même moment, un auteur qui s'appelle Vannevar Bush, que tu connais puisque tu le cites assez souvent sur tes bouquins, écrit en 45 un article qui aura un retentissement énorme au moment où on va redécouvrir notamment l'Internet, le web, avec notamment la notion d'hypertexte. Il écrit un article qu'on peut d'ailleurs trouver sur le web qui s'appelle « As We May Think ». Et Vannevar Bush, finalement, il pose exactement la même question que Borges. La question qu'il pose, naturellement du point de vue d'un chercheur, à l'époque, chercheur également à MIT, la question qu'il pose, c'est la question de l'accès à la connaissance dans un environnement où le nombre d'informations disponibles explose quasiment. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la nouvelle de Borges s'agit naturellement de façon un peu rétrospective comme une sorte de métaphore du web actuel, c'est-à-dire le web de Facebook, le web de Google. Et finalement, la question
posées par Borges et Van Neverbush sont celles des moteurs de recherche aujourd'hui. Oui. Donc c'est exactement la même question. Et d'ailleurs, pour illustrer ce que je viens de dire, regarde ce graphique. Donc là, on voit l'évolution du nombre de sites Internet depuis 2000 jusqu'à 2019. On avait 17 millions de sites Internet en 2000, on en a 1,7 milliard aujourd'hui. Et si je regarde le nombre de requêtes, elles ont littéralement explosé. On posait en gros 1 milliard de questions à Google en 99. C'est plus de 2000 milliards en 2016, et ce chiffre augmente de façon exponentielle. Et pour partager un autre chiffre, il faut savoir que tous les jours, 15% des requêtes posées à Google sont quasiment inédites. Donc ce qui m'amène à ma question, c'est que tu t'intéresses à cette économie de la connaissance, à l'accès au savoir, c'est partie de tes centres de recherche. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'accès à la connaissance dans un monde où la quantité d'informations devient littéralement gigantesque et va continuer à augmenter aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Bah oui, c'est la question du 21e siècle. Al Gore, quand il voulait vendre les câbles coaxiaux dans les écoles, quand il voulait vendre l'installation des infrastructures Internet, il avait trouvé cette fameuse formule. Il avait dit aux Américains, on va installer les autoroutes de l'information. Parce que quand Eisenhower avait voulu faire les autoroutes, il avait présenté ça comme les freeways. On était en pleine guerre froide, ça s'était vendu. C'est le plus grand méga projet des États-Unis. Ça leur avait coûté une fortune, mais le contribuable avait accepté. Pour vendre la même chose, Al Gore avait dit, on va faire les autoroutes de l'information. Il s'était retroussé les manches avec Bill Clinton, il avait installé des câbles coaxiaux dans tous les collèges et lycées américains pour montrer l'importance de ces autoroutes de l'information. Et maintenant, la question qui se pose, ce sont les autoroutes de la connaissance. C'est plus puissant. Parce qu'il y a d'abord la donnée, ensuite l'information, ensuite la connaissance, ensuite la compréhension et ensuite la sagesse. Donc la donnée, c'est des 0 et des 1. L'information, c'est par exemple, les Américains débarqueront en Normandie, c'est une information. En général, les Américains débarquent de telle manière, ça c'est de la connaissance. Ça c'est quand c'est reproductible. La différence entre l'information et la connaissance, c'est que la connaissance est reproductible. La recette des crêpes, c'est de la connaissance. Les voisins feront des crêpes demain, c'est de l'information. L'information, ça s'échange très bien entre machines. Les machines sont faites pour ça, c'est pour ça qu'on parle d'informatique. Et le dernier mètre, en fait, entre la machine et l'homme est devenu le point de resserrement. On a des autoroutes 18 voies qui ensuite débouchent sur une départementale. Et la départementale, c'est la distance entre l'écran et nos yeux, ou l'écran et notre cerveau. Et donc, on a des embouteillages de la connaissance. Les ordinateurs peuvent échanger l'information de façon très rapide, elle croît de façon exponentielle, la connaissance aussi croît de façon exponentielle. Dans les années 90, on pensait qu'elle doublait tous les 10 ans. Maintenant, on sait qu'elle double toutes les 10 heures. Donc, on a atteint un niveau de croissance exponentielle de la connaissance qui est ingérable. Et effectivement, il faut qu'on règle ce dernier kilomètre. Alors, en logistique, c'est connu. En livraison, par exemple, on sait que quand on livre un bouquin, c'est souvent le dernier mètre qui coûte le plus cher. Et donc, réellement mettre... d'abord, même comme bien physique, quoi. Quand on commande un livre, il a été, disons, imprimé au Portugal ou en Turquie, le voyage de la Turquie jusqu'à Paris coûte moins cher que le voyage du dépôt parisien jusqu'à la table de chevet du consommateur final. Parce que le dernier kilomètre en logistique, c'est celui qui coûte le plus cher. Mais on oublie dans la logistique du livre un kilomètre encore plus puissant, qui est en fait le dernier mètre entre le livre et le cerveau de l'utilisateur. Et quand on voit le temps qu'il faut, toi tu utilises Audible et c'est de plus en plus populaire pour cette raison, parce qu'Audible est très ergonomique, on peut faire du sport et écouter un livre, et c'est une excellente façon de gérer son temps, mais c'est encore une départementale en termes de rapidité. Alors il y a ceux qui disent il faudrait des implants neuronaux, et ça c'est ce que pense Elon Musk, il a investi dans Neuralink, il a dit on est tellement foutu qu'il va falloir avoir des implants directement dans la tête pour pouvoir faire des requêtes. Moi je suis totalement contre ça évidemment, même si j'aime beaucoup Musk par ailleurs, mais ce point de vue-là je suis contre, parce que dans les années 50 on recommandait aussi de se nourrir par intraveineuse, et aujourd'hui on voit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. La façon naturelle de manger de la nourriture est encore ergonomique, est encore valable aujourd'hui. La façon naturelle de manger des connaissances est toujours valable aujourd'hui, mais il faut absolument que nos logiciels soient plus ergonomiques. Et c'est là qu'entrent notamment les graphes de connaissances, le web sémantique, les graphes de connaissances, la représentation des savoirs d'une façon ergonomique pour le cerveau, de la même façon qu'à la première Renaissance, on utilisait des palais de la mémoire. Giordano Bruno, dans L'ombre des idées, représentait la façon dont il essayait de stocker les idées et les informations. Il faisait des grands palais, il faisait des musées dans sa tête. Eh bien, pour moi, les knowledge graphs sont une première excellente direction vers une meilleure ergonomie pour résoudre ce dernier mètre entre l'ordinateur et notre cerveau. Alors c'est génial, parce qu'on reviendra sur cette notion de knowledge graph qui est absolument cruciale pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, notamment les moteurs de recherche.
Et puis, ce qui est bien, c'est que tu as introduit ma prochaine question, notamment, et tu as fait la distinction entre information et connaissance, qui est effectivement une distinction absolument fondamentale. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est, encore une fois, pour creuser toujours ce sujet un petit peu des moteurs de recherche, c'est de repartir, et pour comprendre les évolutions des moteurs, c'est vraiment de repartir de la mission originaire, en fait, de Google. Et je vais lire leur mission originaire, qui existe toujours, hein, qui est toujours la même, c'est organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. D'ailleurs, Google ne parle pas de connaissances, il parle d'information. Donc déjà, ça, le premier point. Et on reviendra un petit peu sur ces distinctions tout à l'heure entre données, informations et connaissances, qui sont pour moi absolument primordiales. Mais pour revenir un petit peu à ce paradoxe du big data, ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement comment Google ou les moteurs de recherche aujourd'hui gèrent un petit peu ce fameux paradoxe du big data. Donc là, je vais juste rapidement un petit peu pour planter le décor, rappeler 2-3 choses, d'accord, sur cette manière dont ils gèrent ça. La première chose, c'est que quand on regarde l'évolution de Google, c'est que ça devient de plus en plus un moteur de réponse plutôt qu'un moteur de recherche. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez connu. Quand tu vas poser une question à Google, on a de moins en moins de liens bleus, on a de plus en plus de réponses directes directement dans la page de résultats de Google. Et donc Google a dû changer la façon de restituer en fait l'information et a complètement revu et fait évoluer en fait ces pages de résultats, ce qu'on appelle les fameux SERP, les Search Engine Result Page, les pages de résultats de Google. Ça c'est le premier point flagrant. La deuxième chose vient moins finalement de la restitution de l'information, mais un peu de l'évolution des interfaces. Et on reviendra sur cette notion d'interface, parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup aux notions d'ergonomie, etc. Ce qu'on voit, c'est dès 2008, ils ont introduit ce qu'on appelle l'autosuggestion, hein, l'autosuggestion ou l'autocomplétion, on va dire. Hein. Tu sais, tu arrives sur le moteur, tu tapes une lettre, et puis en fait, on prédit la question que tu vas poser. En fait, Google, quand ils font ça, hein, c'est une autre manière de permettre d'avoir accès à des informations, à des connaissances, toujours plus rapidement, plus facilement. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la voix et de l'évolution des interfaces homme-machine, mais finalement, la voix, c'est l'autocomplétion, mais sous stéroïdes. Hein. C'est juste une façon qui doit permettre aux personnes d'accéder à la formation et à la connaissance toujours de façon plus rapidement et plus facilement. Et le dernier point qui est apparu chez Google, qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les people also ask. Hein. Je sais pas si tu sais, quand tu te poses une question au moteur de recherche, il va te donner une série de questions et quand tu cliques sur une question, tu as une réponse, mais il te rajoute 2 ou 3 questions et tout ça est dynamique, hein, ça va quasiment à l'infini, c'est relié entre eux, comme si en fait Google souhaitait absolument répondre à toutes les questions possibles et inimaginables qu'on pouvait se poser et voulait avoir réponse à tout. Donc ma question c'est, pour toi, c'est quoi le risque finalement qu'on puisse prendre Google ou Bing ou les moteurs de recherche finalement pour argent comptant, voire même faire des algorithmes, sachant qu'un algorithme, il n'y a pas de neutralité de l'algorithme, hein, il a des biais cognitifs, un algorithme, hein, il a été construit par un humain, de prendre ces moteurs de recherche pour la référence ultime sur la vérité de l'information quand on cherche une information sur un produit, sur un service, sur un livre, sur un auteur, etc. En gros, ça serait finalement la vérité selon Google ou selon Microsoft. Bah oui, c'est une très bonne question et c'est un risque tout à fait réel. Il y a un philosophe que tu connais très bien et en l'occurrence beaucoup mieux que moi, qui est Ludwig Wittgenstein, et qui avait dit que si tu utilises une règle pour mesurer... auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, auteur du Tractatus des investigations philosophiques en 53, etc. Voilà, et qui s'était réfléchi sur le langage, etc. Donc voilà. C'est juste pour qui avait une vie assez incroyable. Sa biographie vaut le coup à ce mec. Et donc Wittgenstein disait, si tu utilises une règle pour mesurer une table, tu pourrais tout aussi bien utiliser la table pour mesurer la règle. Et ça, c'est tout à fait vrai. On a eu tendance à croire que dès que c'était chiffré, dès que c'était quantifié, c'était vrai. Et c'est ce qu'on appelle aussi la fallacie de la calculette. C'est-à-dire, tu vas dans un souk ou tu vas dans le 13e arrondissement pour acheter un produit fabriqué au Vietnam ou autre, et tu veux le négocier, et le type va te sortir le prix sur une calculette. Et donc, au lieu de te dire le prix, genre, je sais pas, tu vas acheter une robe, c'est du vécu, c'est pas pour ma consommation personnelle, je vous rassure, mais tu vas acheter une robe et puis le type te sort une calculette, en voilà le prix.
Et là, c'est très puissant comme moyen de négociation. On dit, mais c'est une calculette, on négocie pas avec une calculette. Le gars, on dirait qu'il a fait une opération, il a calculé ses marges. Non, non, il a juste écrit le prix sur une calculette, c'est tout. Et le fait de le voir sur un écran digital fait que les gens se disent, bah, ça sert à rien de négocier, c'est mathématique. Et en fait, les résultats de moteurs de recherche sont en train d'atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire que quand ils sortent un résultat, ça devient la vérité révélée. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un problème qui fait que la Chine a interdit Google. C'est un problème qui fait que les Russes ont créé leur propre moteur de recherche. Parce qu'on a une bataille mondiale pour la vérité et qu'on a effectivement, comme tout média n'a que deux types de publications. Il a celles qui construisent sa crédibilité et il a celles qui la consomment. Et on l'a vu dernièrement dans la crise du coronavirus ou dans d'autres situations. On peut remonter, pour faire aucune polémique possible, à la guerre de 14-18. Dans la guerre de 14-18, on avait un journal qui s'appelait L'Intransigeant et qui disait « Les obus allemands ne blessent pas ». Ils font des bleus. Voilà, quand ils explosent, la phrase même c'était leur artillerie est comme eux, elle n'est que bluff, et leurs obus quand ils explosent, ne font que quelques bleus. Bon, L'Intransigeant était un journal sérieux par ailleurs. Donc tout média a une majorité d'articles ou de publications qui servent à construire sa crédibilité et une minorité d'articles ou de publications qui la consomment et qui peuvent servir pour l'influence. Et tous les médias suivent cette règle, que ce soit nos médias nationaux ou que ce soit Google, Bing, Wikipédia, tous les médias suivent cette règle. D'où la nécessité d'une culture numérique, finalement, pour n'être pas dupe des algorithmes. Et ça, c'est une grande bataille de Cardon dont on parlait tout à l'heure. Absolument, la culture numérique, juste pour le dire rapidement, c'est ça, c'est la loi de Wittgenstein que tous on devrait connaître. C'est si vous utilisez une règle pour mesurer une table, vous pourriez aussi bien utiliser la table pour mesurer la règle et dire cette règle est fausse puisque cette table que je connais n'a pas la longueur qui est indiquée sur le mètre. Et la meilleure culture numérique, je pense, c'est cette loi de Wittgenstein. Alors revenons justement sur les analyses que tu faisais tout à l'heure sur la notion de données, d'information, de connaissance, de compréhension jusqu'à sagesse. Et là, je vais reciter un de tes livres, donc L'âge de la connaissance, et tu parles de datacratie. D'accord ? Et tu écris précisément: données, information, connaissance, compréhension et sagesse ne doivent pas être opposées, elles font partie du même train logistique et de la même chaîne de valeur. Donc au fond, il s'agit finalement toujours, in fine, de partir des données brutes, qui ont une valeur sémantique quasiment nulle, et de transformer ces données de plus en plus via des algorithmes aujourd'hui en connaissances. Et donc ma question, c'est en gros, déjà, j'aimerais que tu décrives un peu plus ce que tu entends par datacratie et que tu repasses un peu plus de temps sur cette chaîne logistique qui part de la donnée pour arriver à la sagesse. On est rentré dans effectivement ce que j'appelle le noolithique, c'est-à-dire il y a eu le néolithique, c'était l'âge de la pierre polie. Donc on a eu l'âge de pierre, l'âge de la pierre polie, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, où là on découvre l'étain, on se met à faire une métallurgie plus précise, l'âge du fer, ensuite l'âge du carbone 1 avec le charbon, carbone 2 avec le gaz naturel et le pétrole. Aujourd'hui on est rentré dans l'âge des data, l'âge du noolithique. Et donc l'esprit en quelque sorte, la pierre de l'esprit, comme simplification. Et de la même façon qu'au début on avait des pierres peu taillées, et puis ensuite on a eu des pierres très taillées, aujourd'hui les data sont peu taillées. Donc on a des gros échangeurs de data, les GAFAM, ou les fat GASBAM, même si on prend Baidu, etc. Donc ça prend Facebook, Alibaba, Tencent, voilà, fat GASBAM, c'est là vous avez tout, y compris Samsung. Et pour l'instant, c'est comme dans l'industrie pétrolière en fait, quand vous avez du propane, donc là, un gaz naturel, à la tonne, il vaut un prix assez bas. Si vous en faites du propylène, il vaut plus cher. Si vous faites des fibres de propylène pour faire des vêtements, ça vaut encore plus cher. Si vous faites des vêtements polaires en propylène tressé, ça vaut 1000 fois plus cher que la tonne de propane initiale. Donc la chaîne de valeur du raffinage du pétrole ou du gaz naturel est comparable à la chaîne de valeur du raffinage des données. Et c'est pour ça que Google, d'ailleurs, commence à donner des réponses plutôt que simplement des résultats de recherche. Parce qu'ils savent que les marges sont vers le haut. Et que plus on transforme cette matière première qu'est la donnée en quelque chose de plus puissant, qui est donc d'abord l'information, ensuite la connaissance. On pourrait imaginer un Google changer sa mission finalement et changer information par connaissance, tu penses ? Alors ils en rêvent, ils y sont pas encore. Et l'histoire nous démontre que c'est assez rare que dans le cas pétrolier, par exemple, on ait des gens qui étaient spécialisés dans l'extraction qui deviennent les numéros 1 mondiaux de la raffinerie. C'est rare. Je crois même que dans le cas du pétrole, il n'y a pas ce genre d'exemple. Mais par exemple, les Coréens du Sud sont parmi les leaders mondiaux du raffinage pétrolier, mais ils n'ont pas de pétrole chez eux.
Et c'est pas un hasard, hein. C'est parce qu'ils ont une économie basée sur la connaissance et qu'ils savent qu'en mettant de la connaissance dans les matières premières, on augmente les marges. D'ailleurs, ils gagnent plus d'argent sur le raffinage que les pétromonarchies n'en gagnent sur l'extraction. Ben, c'est pareil pour les données. Il y a des gens qui vont gagner plus d'argent sur le raffinage des données que sur leur extraction. Le raffinage et la distribution, bien sûr. Et c'est là, en l'occurrence, que Yext se positionne, entre autres. Mais donc, cette idée donc, de raffinage de la connaissance, Google s'est déclaré comme société d'intelligence artificielle. Ils l'ont dit à leurs actionnaires. Ils ont dit Alphabet est une société d'intelligence artificielle maintenant. Or, l'IA, c'est la tentative de faire que les ordinateurs gèrent la connaissance, maîtrisent la connaissance. Pour l'instant, les ordinateurs n'arrivent à gérer que de l'information. La tentative de faire des ordinateurs des machines capables de gérer la connaissance, c'est le manifeste de l'IA. Alors très bien, donc écoute, on va arriver tout droit finalement à cette connaissance et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur cette notion de knowledge graph justement, qui est une notion centrale. On a vu tout à l'heure que là, si on voit un slide, c'est l'évolution un petit peu des interfaces homme-machine. Alors depuis la carte perforée, les premiers ordinateurs, le futur, pour le moment, on ne sait pas trop. Tu en parlais tout à l'heure, hein, ça serait carrément l'implant des interfaces directement dans le cerveau. Quelque part, un petit peu pour gommer la différence entre objet technique et être humain. Hein, on y est presque. Hein. La voix, quelque part, un petit peu, on est presque dans ce cadre-là. Mais on voit bien que dans la révolution numérique, l'évolution des interfaces est un point super important. D'accord ? Et toujours la même chose, hein, quand on regarde un petit peu comment ça évolue. L'idée, c'est toujours de rendre l'accès à la connaissance et à l'information toujours plus facilement, plus rapidement. Les écrans tactiles, c'est la même chose. Les interfaces vocales, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, hein, quand on regarde un petit peu où investissent, comme tu l'as dit, les GAFA, notamment à Google, c'est l'intelligence artificielle, et en particulier un des compartiments clés de l'intelligence artificielle qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel pour la compréhension syntaxique et sémantique des requêtes, etc. Mais l'autre grand moment finalement dans l'évolution des moteurs de recherche, c'est plus seulement les interfaces, c'est plus seulement la manière dont est restituée l'information, mais c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la façon dont est structurée, organisée l'information. Et c'est précisément dans ce cadre-là que Google a annoncé en 1992, c'est un peu loin, mais en 2012, son fameux knowledge graph. Donc, très simplement, vous voyez, là, dans le slide, on voit ce que c'est qu'un knowledge graph. C'est super intuitif, hein, finalement. C'est peut-être pour ça que c'est super ergonomique, hein, d'ailleurs. Parce que c'est d'un seul coup, c'est naturel. Il y a une adéquation à la réalité qui presque saute aux yeux. Et donc, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'ergonomie, à la neuroergonomie et aux neurosciences. Et donc, ma question, c'est finalement, je voudrais savoir pourquoi cet engouement sur les knowledge graphs depuis des années, hein, puisque c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est un concept qui existe depuis des années. Mais surtout, au fond, les knowledge graphs, est-ce que c'est pas la meilleure façon, alors j'allais dire la plus ergonomique, voire même la plus neuroergonomique, de modéliser des connaissances et de restituer ces connaissances de façon conceptualisée, contextualisée et quasi encyclopédique? Là aussi, c'est une très bonne question parce que le cerveau est un graphe. Le corps humain est un graphe de cellules en réalité, de cellules, de cascades génétiques, etc. La biologie fonctionne en graphe, les écosystèmes fonctionnent en graphe. C'est une méthode très puissante de fonctionnement. Pour l'intelligence, c'est une méthode très puissante. Et ce qu'on observe en fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que quand on met la machine au niveau de l'homme, on crée de la valeur. Quand on rabaisse l'homme au niveau de la machine, on en détruit. Donc les GAFAM cherchent les nouveaux relais de valeur au XXIe siècle, ils cherchent quels sont leurs nouveaux relais de croissance et ils voient que c'est amener la machine au niveau de l'homme qui va les rendre encore plus riches et qui va leur déboucher de nouveaux marchés. Bien entendu, il y aura une compétition et il y a d'autres acteurs qui vont émerger, qui n'existaient pas du temps des GAFAM, mais qui existeront dans cette compétition-là, qui pourront les battre de la même façon qu'Apple a battu IBM. Et bien de nouveaux acteurs pourront battre demain Apple ou Google à ce jeu-là. Mais la nouvelle compétition, c'est celle-là, c'est d'amener la machine au niveau de l'homme. Et les knowledge graphs sont en train de faire ça. Donc ils sont un moyen d'amener la machine au niveau de l'homme, de la rendre en conséquence plus ergonomique. Mais ça vient de cette philosophie d'humaniser la machine plutôt que d'automatiser l'humain. Parce qu'automatiser l'humain, c'était les temps modernes de Charlie Chaplin, répéter les mêmes gestes, sauf qu'au lieu de répéter les mêmes gestes manuels, on répétait les mêmes gestes intellectuels. Et répéter les mêmes gestes intellectuels, ça crée des effets qui sont bien connus. Il y en a qu'on appelle le Tetris Effect, c'est quand on rêve d'un jeu vidéo tellement on y a pensé. Il y a d'autres phénomènes, vous savez, c'est quand on dit quand on est ingénieur, quand on n'a qu'un marteau dans la main, on voit tous ces problèmes comme des clous. Et la technologie a tendance à réduire notre pensée, à nous mettre des œillères. Donc l'ouvrir
ouvrir, dégager de nouvelles avenues à la technologie, c'est une excellente chose. Et c'est par exemple ce que Google n'avait pas vu pour les réseaux sociaux, c'est Facebook qui les a battus, même s'ils ont essayé avec Orkut. Et les réseaux sociaux sont des graphes. Et ce sont des graphes de connaissances sociales qui auraient pu être utilisés pour être des graphes de connaissances pures. Ça n'a pas été le cas, mais ça pourrait l'être. Donc, les knowledge graphs sont une excellente avenue vers l'humanisation de la technologie. Et ça, c'est très créateur de valeur. Super. On arrive presque à la fin de cet entretien. J'aurais presque tendance à dire c'est dommage. Et ce que je voudrais, c'est te faire réagir sur un livre qui vient de paraître de Marc Benioff. Je sais que tu l'aimes bien, donc fondateur de Salesforce. Il vient de faire paraître un livre qui s'appelle Trailblazer, en français. Alors ça n'a pas été traduit, on pourrait traduire comme pionnier. C'est un livre qu'on peut trouver aux éditions Erol. Et de façon presque étonnante, Benioff écrit finalement qu'il doit le succès de Salesforce finalement moins à la qualité de ses produits, moins à la qualité de ses employés, ou par exemple à la qualité du business model, qu'aux valeurs initiales qui ont fondé Salesforce. Et il écrit, je le cite, « Les valeurs créent de la valeur, nous ne devions pas tant notre succès à nos logiciels, à nos salariés, à notre modèle économique, qu'à notre décision en 1999 de choisir nos valeurs pour boussole de notre culture d'entreprise. » Et il écrit un peu plus loin, « Les firmes investies d'une mission sociale tendent à mieux se porter. » Alors ça, on sait très bien que c'est un petit peu ce que pensent finalement toutes les startups de la Silicon Valley, toujours marier un petit peu projet économique avec projet sociétal, presque finalement projet politique. Et donc, ma question, c'est, est-ce que tu penses comme Marc Benioff, finalement? Est-ce que tu penses que l'objectif d'une entreprise va bien au-delà d'elle, que c'est pas juste exclusivement une histoire de profit et de bien-être économique, mais qu'elles doivent constituer des plateformes au développement du bien-être de la communauté humaine tout entière? Si une entreprise n'arrive pas à rester ou à devenir ou à rester longtemps un trésor pour l'humanité, elle finit par péricliter. C'est inévitable et on le voit systématiquement dans l'histoire. Même Nestlé, au début de sa formation, était une entreprise qui a été un trésor pour l'humanité. Au début, ils ont inventé le lait concentré. Ça a sauvé littéralement des dizaines de milliers de vies en Europe d'avoir ce lait concentré qui permettait d'éviter les intoxications à Shigella ou à d'autres bactéries dangereuses pour les enfants. Et puis ensuite, Nestlé est parti dans une aventure de privatisation des eaux potables dans le monde qui a détruit son image et qui continue à lui peser légitimement aujourd'hui. Donc les entreprises doivent avoir une culture et c'est comme ça d'ailleurs que Steve Jobs revendiquait d'avoir battu Microsoft et d'avoir battu IBM. Il disait chez IBM ils n'ont pas de culture, chez Microsoft ils n'ont pas de culture. Ce qui n'est plus le cas maintenant d'ailleurs. Microsoft a une culture très puissante maintenant, mais qui n'était pas le cas du temps de Steve Ballmer. Parce que pour Steve Ballmer, la seule culture qui comptait c'était le bas de bilan. Il avait un MBA aussi, on ne peut pas lui en vouloir. Mais en conséquence de quoi, on a vu que par exemple le cas du Zune, c'est un très beau cas. Qui a utilisé un Zune parmi toute l'audience? Vous pouvez, chez vous, vous demander, à la majorité des gens vont se dire, mais c'est quoi Zune? Et toi, tu dois savoir ce que c'est que le Zune. Je ne sais même pas si tu sais d'ailleurs. Non, mais tu vas me dire. Alors, c'est encore mieux que ça. Quelqu'un d'aussi technologiquement calé que toi ne savait même pas ce que c'était l'iPod de Microsoft. D'accord. Ça a fait un beat total. C'est-à-dire qu'il avait des meilleures spécifications techniques, il avait un prix plus compétitif, il avait un écran couleur, une connexion à Internet plus efficace. Tout était mieux. Mais culturellement, c'était de la daube. Et il dégageait aucun message culturel. Alors, c'est vrai que des entreprises de la Silicon Valley peuvent passer du côté obscur avec ça. On le voit avec Facebook qui veut créer un village entier pour garder ses employés parce qu'ils ont un turnover très élevé. Les employés quittent facilement Facebook parce qu'ils savent que s'ils ne sont plus satisfaits de leurs conditions de travail, ils peuvent partir ailleurs. Alors du coup, certaines entreprises de la Silicon Valley proposent la congélation des ovules pour les femmes qui veulent faire carrière avant d'avoir un enfant, proposent pour retenir leurs employés au maximum des perks incroyables, assurance santé et tout, ou une école, une crèche d'élite qui coûterait 45 000 $ par élève si jamais ils devaient le payer eux-mêmes. Malgré ça, on voit des gens sortir. Et même toi, tu me confiais tout à l'heure, je pense que je peux le dire, que tu voyais passer des CV de Salesforce dans tes moments. Voilà, j'étais un peu gêné de ça. Ne le dis pas trop fort quand même. Mais alors, mais oui, mais donc une société qui est aussi excitante et qui est réputée être une des meilleures sociétés dans lesquelles travailler peut avoir des moments où sa culture n'est pas suffisante pour retenir les employés. Donc la culture, c'est réel. Pourquoi? Parce que la culture fait prendre les bonnes décisions en situation de crise. En situation de crise, on doit prendre des décisions contre-intuitives. C'est la culture qui a fait qu'Apple est rentré dans la musique. Il n'y avait pas d'autre décision que ça. Quand Steve Jobs décide de faire l'iPod, aucune décision logique ne va dans cette direction.
Je veux dire, la compétition est dingue, on fabrique des lecteurs MP3 en Thaïlande pour 7 ou 8 dollars, donc aucun moyen pour Apple de rentrer dans ce business. En plus, Sony est sortant à l'époque. En 96, Sony quitte l'industrie des Walkman alors qu'ils l'ont inventé. Et lui, quand on lui demande en Comex pourquoi tu veux, bon sang, pourquoi tu veux qu'on fasse de la musique, il dit parce que j'adore la musique et que si on doit crever demain, autant crever en faisant ce qu'on aime. Et c'est pas une blague, c'est une décision culturelle. La culture, ça vous permet de prendre les bonnes décisions en temps de crise. Et dans AXA, c'était pareil, juste pour citer cet exemple, le patron d'AXA, je ne sais plus qui c'était pendant la... C'était pas Bébéar, mais peut-être c'était De Castres. Bon, le patron d'AXA pendant la crise a simplement dit, la crise de 2008, écoutez, moi vos produits dérivés de crédit, je les comprends pas. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'idiot, a priori. Enfin, modestement, je pense que De Castres, c'est pas quelqu'un d'idiot. Mais je les comprends pas, donc je vais pas investir dedans, et puis c'est tout. Parce que ma culture, c'est quand même que si je comprends pas, j'investis pas. Donc tous les cabinets disent qu'il faut investir dedans parce que ça fait un héroïde de dingue, etc. Moi, désolé, j'ai ma culture qui me dit faut pas investir là-dedans. Et c'est comme ça qu'il a protégé AXA de la crise des subprimes. Donc c'est pas une blague que la culture, ça vaut de l'argent. Donc derrière les cultures, il y a des valeurs. Et donc ma prochaine question est assez simple. Quel serait pour toi un socle de valeurs commun dans un monde post-Covid où on va devoir apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, et la majorité du temps, malheureusement, malgré nous. Et quelles sont les valeurs en fait qu'on met en avant finalement pour ne pas être dupe des algorithmes? Eh bien, là, je vais reciter cette loi de Wittgenstein que je pense vraiment être une clé face à Internet, face aux fake news. Donc, je la répète vraiment pour l'audience. Si jamais vous avez utilisé une règle pour mesurer une table, vous auriez pu utiliser la table pour mesurer la règle. Nos mesures ne sont plus fiables parce qu'avant, la notion de maître étalon, tu as peut-être vu cet excellent film d'Audiard, de Verneuil avec des dialogues d'Audiard, Le Cave sur Bif, où il dit à quoi je le reconnaîtrais, bah tu sais, il est grand, des petites bacchantes, l'air con, et ça court les rues, les grands cons, il dit ah oui mais lui dans sa catégorie c'est un gabarit exceptionnel, si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon, il serait à Sèvres. Alors ça c'est beau parce que un de mes mentors, Serge Choudoplatov, a inventé un chronomètre à fil perdu, parmi les inventions rigolotes qu'il invente. C'était en gros vous laissez passer un fil à la boutonnière de votre veston, puis il y a toujours quelqu'un qui va vous dire oh, regarde, tu as un fil qui dépasse, et puis il va tirer dessus et vous mesurez combien de fils il déroule avant de comprendre que c'était une bobine derrière, et ça vous donne une mesure de sa connerie. Ça, c'est pour vous indiquer que les moyens de mesurer le monde avant étaient stables. On avait inventé le mètre étalon à Sèvres, c'était une barre de platine iridiée, qui est toujours à Sèvres d'ailleurs, et qui était le mètre étalon. Mais en fait, on a cru que les mètres étalons ne bougeraient pas pendant 3 siècles. C'est vrai qu'un mètre, c'est quelque chose de facile à définir, même si la définition du mètre a beaucoup évolué avec la physique quantique, etc. Mais les métriques qu'on a sur Internet pour le succès, pour la qualité d'une boîte, les AAA qu'on avait pour les sociétés, les agences de notation, étaient faux. On a vu le cas du principe de la règle de Wittgenstein pour les agences de notation, elle était tout à fait vraie, c'est-à-dire que des boîtes qui étaient étiquetées B valaient AAA et des boîtes qui étaient étiquetées AAA valaient C-. Ça va arriver plus souvent. Et dans le monde post-Covid, ça va arriver tout le temps. Qui aurait pensé que Thomas Cook ferait faillite avant le Covid d'ailleurs? C'est avant le Covid qu'ils ont fait faillite, la plus vieille agence de voyage du monde, bon, etc. On a la Deutsche Bank aujourd'hui, qui est le pilier de l'économie bancaire européenne, qui est dans le rouge et qui en fait est virtuellement morte, même si personne ne va la laisser tomber, mais elle serait virtuellement morte selon les métriques traditionnelles. Donc, dans le monde post-Covid, il faut respecter la loi de Wittgenstein, la règle de Wittgenstein. Il faut se dire que la réalité est plus importante que les métriques. Ça peut être un très bon moyen de ne pas se tromper et de ne pas se laisser avoir juste parce qu'une agence de notation a donné telle ou telle note à tel organisme ou a fait telle ou telle prédiction. Voir le réel et comprendre que c'est à nos médias de se mettre à la forme du réel et pas l'inverse. Et ça nous amène à une autre notion qui est présente chez Nassim Nicolas Taleb, qui sera, spoiler, dans une de mes recommandations de lecture, qu'il appelle le lit de Procruste. Procruste, donc, un méchant grec dans l'Antiquité, qui torturait les gens qui dormaient chez lui. Il avait un lit trop petit, il avait un lit d'une certaine taille, et si les gens étaient trop grands, il les coupait pour qu'ils fassent la taille du lit, et si les gens étaient trop petits, il les étirait avec un chevalet pour qu'ils fassent la taille du lit. Et ce lit de Procruste, eh bien, c'est une invitation à revoir nos métriques, à voir le réel avec des yeux frais, sans le règne de la quantité tel que l'avait théorisé René Guénon, très très grand philosophe français, sans essayer donc
de faire que la règle mesure la réalité, que la règle définisse la réalité. Donc ça, c'est pour moi le point le plus important. Après, on pourrait citer rapidement ce que recommande aussi Taleb dans le monde post-Covid. Ne suroptimisez pas trop. Le monde Covid nous a montré que toutes les boîtes qui étaient suroptimisées dans leur chaîne de distribution, dans leur logistique, elles ont pris très cher parce que la suroptimisation, ça rend fragile. Donc je vais juste terminer là-dessus sur cette notion d'antifragilité. On dit par exemple ce micro, il est fragile. Si je le lâche et qu'il tombe, il se casse. Si je le lâchais et qu'il ne se cassait pas, il aurait été résilient. Mais antifragile, ce serait si je le lâchais et qu'une fois tombé, j'aurais pu le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois. Notre système immunitaire est antifragile. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. L'antifragilité est une caractéristique des systèmes intelligents. Les écosystèmes sont souvent antifragiles. La plupart des organismes sont antifragiles. Nos chaînes d'approvisionnement étaient fragiles parce qu'elles étaient suroptimisées. Un vase de Chine, c'est fragile. Taleb définit la fragilité comme la faiblesse face à l'imprévu. Un vase de Chine, c'est fragile parce que si je mets des enfants à côté, il va se casser. Les enfants, c'est l'archétype de ce qui est imprévisible. On ne sait pas ce qu'un enfant va faire. On ne peut pas prédire ses comportements. Un adulte est beaucoup plus prévisible qu'un enfant. Si on fait rencontrer 2 enfants et un vase de Chine, le vase de Chine va se casser. Nos chaînes logistiques étaient des vases de Chine. Donc un des principes post-Covid, c'est de ne pas avoir des entreprises vases de Chine. Et on va terminer justement sur cette histoire de Covid. On en saura à peine, enfin en tout cas on l'espère. Ça va changer beaucoup de choses. Et je lisais un article assez intéressant dans les Échos il y a quelques semaines du patron de McKinsey, sur la forme d'interview. Et ce qu'il disait, c'est que le Covid-19 en fait allait accélérer en fait certaines tendances en fait pré-Covid. Il citait naturellement le basculement vers l'économie numérique. Bon. En tout cas, une accélération vers ce basculement. La deuxième chose, l'explosion du e-commerce. On sait très bien que le e-commerce, les ventes e-commerce ont explosé pendant le Covid. La troisième chose, l'automatisation de la production, du fait de devoir en fait minimiser les interactions humaines. Et la quatrième, à mon avis, qui est la plus intéressante, c'est le télétravail et qui va remettre en question un petit peu nos conceptions du travail, voire même le contrat social entre salariés et employeurs. Comment tu réagis à ces 4 choses indiquées par le patron de McKinsey? Elles sont réelles. Alors certes, elles sont issues d'une pensée à la McKinsey, c'est-à-dire d'avoir une analyse très matérialiste au fond de la situation. Il n'y a pas de culture dans cette analyse. Elle reste intéressante parce qu'elle est post-crise. Et au fond, c'est là que McKinsey, le BCG et T. Kearney sont les meilleurs. C'est post-crise pour faire une analyse de récupération. Prédire les crises, ils en sont quasiment incapables dans l'histoire. On l'avait vu, ce sont eux qui avaient dit aussi que l'iPad ne fonctionnerait pas ou que l'iPhone ne fonctionnerait pas. Ça n'empêche pas qu'ils ont un rôle à jouer. Et là, c'est l'analyse qu'il a eue. Pour compléter cette analyse de McKinsey, je continuerai à recommander Nassim Nicolas Taleb, qui a une approche beaucoup plus culturelle du problème et qui donc recommande ces concepts puissants d'antifragilité, de skin in the game, on va en reparler dans les recommandations de lecture, et de signes noirs, donc ces événements, ce qu'on appelle les distributions statistiques à longue traîne. Donc une distribution à longue traîne, c'est où des événements très éloignés de la moyenne ont quand même une chance de se produire, une chance sérieuse de se produire. On dit fat tail en anglais, longue traîne en français, et c'est ce qu'on appelle un signe noir. Par exemple, il y a un basketteur aux États-Unis qui faisait, je ne sais plus, 7 pieds 7 de haut. Il avait été recruté au Soudan. Le type, il avait tué un lion avec une lance et il avait payé sa femme avec un troupeau de vaches. Et il a été exfiltré du Soudan pour être basketteur parce qu'il touchait le panier sans trop lever les bras, le mec. Lui, c'est un signe noir au regard de la distribution statistique des tailles parce que 7 pieds 7, c'est quand même rare dans la distribution des tailles. Mais ça arrive. Et des événements éloignés de la moyenne qui arrivent quand même, ça va arriver plus souvent. Donc là, l'analyse du type de McKinsey, elle est juste, c'est-à-dire maintenant que cet événement éloigné de la moyenne, qui était la crise Covid, est arrivé. Voilà les conséquences. Le télétravail, le contrat social. On parlait avant cette interview de Total qui a du mal à faire revenir ses employés à la Tour, à la Défense, parce que le contrat social a été totalement remanié par ce télétravail. Oui, on va avoir plus de télétravail, ça va avoir un impact sur l'immobilier, tout simplement. C'est-à-dire que vivre à la campagne quand on peut gagner le salaire de Paris, c'est beaucoup mieux. Si en plus on peut avoir une bonne école à côté ou que l'école se fait aussi en télétravail, ça aura un impact. Le monde des universités va être complètement remanié. À quoi bon payer Harvard 45 000 $ par an si c'est pour étudier en ligne? Dans ce cas-là, autant faire un module à Princeton, un module à Berkeley, un module à Harvard où je vais payer 400-500 € par module. Tant mieux, je mettrai ça sur mon CV. Et plus besoin d'avoir le bout de papier d'Harvard qui coûte 45 000 et qui en plus nécessite pour moi une présence physique. Donc ça va faire un monde qui sera
beaucoup plus connecté et libre-échangiste au regard de la connaissance et des idées. On va se retrouver avec un monde où quelqu'un au fin fond de la Creuse aura accès et maîtrisera parfaitement des idées qui auront été élaborées à Shenzhen ou à Shanghai. Il sera capable de les diffuser, voire même de les appliquer localement chez lui, si c'est des idées business ou autres, mais où en même temps les flux de population vont être réduits. Ce qui, pour le tourisme, va amener peut-être d'autres formes de tourisme. Je cite par exemple un ami, Adrien Moisson, qui fait quasiment du tourisme par réalité virtuelle. Il immerge les gens dans les écosystèmes fragiles, ce qui peut être vu comme un tourisme, mais ce que lui, il voit comme quelque chose de militant, et il a raison. Est-ce que demain, on aura plus de tourisme par hologramme et par réalité virtuelle? Pourquoi pas? Ça pourrait permettre de protéger davantage Venise et le Forum romain. Donc ça, c'est des avenues qui peuvent se dessiner dans la crise post-Covid. Très bien. On arrive au terme, donc on va faire quelques conseils de lecture. Alors comme je voudrais te laisser le mot de la fin sur les conseils de lecture, je vais faire mes conseils de lecture. Bon, des ouvrages que tu connais. Donc le premier, c'est le livre de Dominique Cardon qu'on a cité, donc Culture numérique, qui est une introduction sociologique, philosophique et historique à l'économie numérique, très très bien faite, très très didactique, hein, qu'on peut trouver en presse de Sciences Po. Le deuxième, c'est Harari, 21 leçons pour le 21e siècle. Donc, il balaye un petit peu 21 grands défis de l'humanité aujourd'hui. Et les premiers défis sont des défis technologiques, donc surtout le début, très intéressant. Et le troisième, d'un jeune philosophe que j'aime particulièrement. Alors, je sais que tu le connais puisque c'est un ami à toi. C'est Gaspard Koenig, très jeune, moins d'une quarantaine d'années, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fin de l'individu. C'est très facile à lire, super agréable. C'est une histoire, c'est en fait une enquête journalistique et philosophique sur ce que fait l'intelligence artificielle aux démocraties et les menaces que ça fait peser sur les notions de liberté et de libre arbitre. C'est un régal à lire, c'est intelligent et c'est instructif. Et donc maintenant, je vais te laisser donner tes 3 conseils de lecture. Je fais juste un point sur les conseils de lecture que tu as donnés, que je trouve vraiment excellent. Dominique Cardon, bien sûr, Harari, c'est une référence mondiale, mais Gaspard Koenig est un ami, donc j'ai beaucoup de sympathie pour lui, parce qu'il est grand militant du revenu universel, des prisons ouvertes sur le modèle scandinave, et il est parvenu à présenter le revenu universel comme une idée libérale, ce qui est très puissant comme façon de présenter les choses. Il a dit c'est un impôt négatif, donc c'est libéral, donc que vous soyez de droite ou de gauche, si vous êtes de gauche, a priori, vous êtes déjà pour le revenu universel. Sachez que si vous êtes de droite, vous devriez l'être encore plus, et sa notion de la datacratie et de l'IA, son approche de l'IA est très bonne. Donc je recommande effectivement à notre audience, vous les prenez sur Audible, je sais que c'est comme ça que tu fais et tu as bien raison. Quand vous faites votre jogging ou que vous allez en salle, boum, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez ces bouquins, ça glisse tout seul. Alors mes 3 recommandations pour suivre, c'est le premier livre de Kalestus Juma, L'innovation et ses ennemis. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais il se lit très bien en anglais. Kalestus Juma, un des premiers professeurs africains à Harvard. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais je le salue vraiment parce que c'était un très grand penseur, aussi bien de la Renaissance africaine que donc de l'innovation en général. C'est pas du tout d'un point de vue africain, mais ce bouquin est une référence pour essayer d'anticiper dans vos organisations, associations, entreprises, dans n'importe quelle situation, tous ces gens qui, par leur attitude bras-ballante, négative ou anxiogène, vont empêcher une innovation d'émerger. Tous ces gens qui sont castrateurs d'innovation. Et c'est subtil, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, que quelqu'un qui s'oppose à l'innovation n'est pas forcément frontal. Ça peut être vraiment une attitude dilatoire. Alors c'est une des attitudes dont il parle dans son livre, l'attitude dilatoire, où en fait vous n'êtes pas un ennemi frontal de l'innovation qui se présente, mais par votre attitude administrative, anxiogène ou autre, eh ben vous allez la détruire encore mieux que quelqu'un qui s'y oppose frontalement. Eh bien, l'innovation et ses ennemis, parce qu'en bout de chaîne, ça se traduit par des pertes d'emplois, par des catastrophes économiques. On l'a beaucoup vu en France. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a découvert le pompage optique, qui est la meilleure technologie pour faire des lasers. On n'en exporte pas. À l'époque, le CNRS avait une blague, c'était laser à quoi, laser à rien. C'est quand même puissant comme destruction d'innovation. La France a découvert l'imprimante 3D. Elle n'a pas créé d'emploi dans la filière. La France a découvert le LiFi, elle ne crée pas d'emploi dans la filière encore, même si j'espère et je croise les doigts qu'elle en créera, parce que c'est une filière extraordinairement intéressante. Et la France a été leader mondial technologique sur les disques durs SSD, puisque donc les disques durs utilisés dans les téléphones, les ordinateurs portables, ou les cartes SD tout simplement, parce que c'était donc Albert Fert, prix Nobel de physique en 2007, qui avait découvert le principe, co-découvert le principe, ce qui s'appelle la magnétorésistance géante, mais la France n'a pas créé d'emploi dedans. Eh bien, pour comprendre comment cela arrive, lisez L'innovation et ses ennemis de Kalestus Juma. Ensuite, évidemment, Jouer sa peau, Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb. C'est le dernier ouvrage de sa grande série qui s'appelle Incerto, l'incertitude. Cette série
Donc, qui inclut le signe noir, Fooled by Randomness, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, et puis bien sûr Antifragile, est une série de livres sur l'art de prendre une bonne décision en situation d'incertitude. Et skin in the game, c'est un terme de poker qui signifie est-ce que je joue ma peau, est-ce que j'ai à perdre. Et ce que démontre Taleb de façon scientifique dans ce livre, c'est que quand vous avez du skin in the game, vous êtes plus intelligent. Et pour le comprendre facilement, imaginez que je vous donne sur votre bureau, je vous mets la documentation technique du dernier Boeing et je vous dis il faut que vous ayez lu le chapitre sur la sécurité d'ici demain. Bah, si c'est hors contexte, si je vous donne juste ça sur votre bureau, vous n'allez pas le faire. Maintenant, deuxième situation, imaginez que vous avez des actions Boeing et que votre retraite est en action Boeing. Là, vous allez le lire. Alors, peut-être pas bien, vous allez le parcourir, vous allez ouvrir le document. Maintenant, imaginez, troisième situation, que votre fille va se marier et elle va prendre ce Boeing dans son premier vol. Là, vous allez lire la documentation de façon beaucoup plus serrée parce que vous avez du skin in the game. Ce que démontre Taleb, c'est que notre attention, notre mémoire et notre capacité de prise de décision sont meilleures quand on a du skin in the game, et il va encore plus loin. Il montre qu'un type qui est diplômé, qui est qualifié, qui n'a pas de skin in the game, est moins performant pour prendre les bonnes décisions en situation de crise que quelqu'un qui n'est pas qualifié, mais qui a du skin in the game. Et il donne dans ce livre plein d'exemples très concrets. Donc je vous le recommande vivement pour la bonne prise de décision en administration, en organisation. Quelqu'un de peu qualifié mais qui a du skin in the game sera plus performant pour votre entreprise. Enfin, j'ai toujours pensé que comme recommandation de lecture, les biographies restaient d'excellentes sources parce qu'après tout, nous les humains, on a cette empathie, on a cette capacité à nous identifier, cette capacité à la fraternité, et donc étudier la vie de quelqu'un est toujours inspirant. Alors moi, par exemple, j'ai hésité en fait, je vous mettais soit là la biographie de Steve Jobs parce que Walter Isaacson l'écrit très très bien. On l'a sélectionné ici, mais j'hésitais avec trois autres biographies précisément. D'abord celle de Musk. Au cas où vous préférez Elon Musk à Steve Jobs, la biographie d'Elon Musk par Ashley Vance. Les deux sont traduites d'ailleurs en français. Absolument. Les deux sont celle de Musk est chez Errol et donc celle de Steve Jobs est au livre de poche. Mais je voulais être plus provocateur. J'aurais pu vous mettre aussi la biographie de quelqu'un que j'aime beaucoup, même si c'est provocateur de le dire, qui est Lucky Luciano. Et Lucky Luciano, c'est le plus grand parrain de la mafia de tous les temps. Il était beaucoup plus puissant qu'Al Capone et il a créé un empire de la mafia. D'ailleurs, il est appelé par Time Magazine le Bill Gates ou le Warren Buffett de la mafia. Et sa biographie est très intéressante parce qu'elle présente le skin in the game en fait. Elle démontre, toute sa biographie n'est qu'une illustration permanente du skin in the game, ou comment un type absolument pas diplômé, qui parlait très mal l'anglais, a pris des décisions extraordinairement stratégiques, et le pire, certaines ont été bonnes pour l'humanité, même si je ne vous divulgage pas, comme on le dit, spoiler, divulgacher cette idée, c'est que en fait, Lucky Luciano a aidé les Américains à débarquer en Sicile pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'au compteur des morts, chaque jour de guerre mondiale, c'était des morts en plus, jusqu'à 10 000 morts, 15 000 morts. Eh bien, il est démontré par les historiens que l'aide logistique et de renseignement que Luciano a apporté aux Américains a raccourci la guerre d'au moins 2 mois. Au moins 2 mois. Donc bon, alors évidemment, pour rester sur une position moins polémique, je vous recommande vivement la biographie de Steve Jobs qui va vous inspirer véritablement.